Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de la Santé. La communauté scientifique et médicale exprime depuis plusieurs semaines de très vives inquiétudes quant à la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Médecins, professionnels de santé, associations de patients, sociétés savantes, chercheurs, conseils scientifiques du CNRS, tous nous ont massivement alertés sur les dangers majeurs pour la santé publique engendrés par les dispositions du texte. Alors même que la proposition de loi acte l'assouplissement des règles encadrant l'utilisation des pesticides et la réintroduction de certains néonicotinoïdes, ces différentes tribunes alarment sur l'ampleur des pathologies associées à l'exposition des pesticides. Une réalité s'impose, les pesticides tuent. Et puisqu'il faut le marteler, nous le martèlerons, les pesticides tuent. Cancer pédiatrique, leucémie, myélome, lymphome, cancer de la prostate, la corrélation entre l'exposition aux pesticides et la survenance de nombreux cancers éclairs est avérée. Idem pour les maladies neurodégénératives, les affections pulmonaires, les troubles du développement neurologique de l'enfant. Des études ont mis en évidence que l'acétamipride, puisque c'est de lui dont on parle, traverse le placenta et peut se retrouver dans le liquide céphalorachidien des nouveau-nés. La société dans son ensemble, y compris les agriculteurs, ne veulent plus de toutes ces substances disséminées dans l'environnement et dans nos aliments, dans l'eau. Aussi, je m'étonne, monsieur le ministre, de ne pas vous avoir entendu publiquement sur ces enjeux sanitaires. Face à un texte qui va accroître l'exposition de la population à des substances dangereuses, le principe de précaution constitutionnelle aurait dû imposer une réaction forte, claire et assumée de votre part. Votre silence est assourdissant et vous rend responsable des scandales sanitaires à venir. L'amiante ne vous a donc pas suffi, le chlordécone ne vous a donc pas suffi. Comment comprendre que le ministre de la Santé ne prenne pas publiquement position contre un texte qui risque de produire des dommages durables sur la santé publique ? Est-ce à dire que vous soutenez ces dispositions? Et ma question est donc claire, monsieur le ministre, est-ce à dire que vous désavouez la communauté scientifique et médicale? Monsieur le sénateur Tissot, voilà. Je ne vais pas expliquer ici la proposition de loi du plan puisque vous la connaissez. Je vais quand même simplement rappeler un certain nombre de choses pour que tout ne soit pas dit et son contraire. Cette proposition de loi veillait notamment à améliorer l'exercice du travail des agriculteurs, notamment sur de la simplification, sur des retenues en eau et autres. Il y avait un sujet important sur l'acétamipride, mais vous le savez très bien que ça serait non constitutionnel de remettre en vigueur l'acétamipride au même titre que les autres pays européens. Ce qui est proposé dans cette proposition de loi, c'est simplement de mettre la vigueur européenne en place en France comme ça l'est dans les autres pays. Après, naturellement, que nous devons être extrêmement attentifs. Et je vous réponds, monsieur le sénateur Tissot, le ministre de la Santé est extrêmement attentif sur l'évolution de ce sujet, mais le ministre de la Santé prend des mesures qui sont basées sur des preuves. Ça s'appelle l'evidence-based of medicine. Donc, j'attends avec beaucoup d'attention les études qui seront rendues par la communauté scientifique et les recommandations de l'ANSES, dont notamment la CMP a rétabli le caractère d'indépendance d'agence sanitaire, si jamais il avait été menacé. Et en fonction des recommandations de l'ANSES, vous pouvez rire, monsieur le sénateur, mais c'est bien ça que les autres pays font, parce que c'est un sujet sur lequel nous parlons à chaque réunion de ministres de la Santé. Et le ministre de la Santé français va prendre les mêmes précautions que l'ensemble des 27 autres ministres concernant ce sujet. Donc les mesures seront prises en heure et en temps avec la plus grande fermeté pour protéger la santé des Français. Mais laissons les études arriver et laissons les recommandations de l'ANSES se faire. Mettons la France au même niveau de précaution que les autres pays européens. Madame la ministre de la Transition écologique, les fortes canicules comme celles que nous vivons démontrent que nous sommes très loin d'être prêts et elles nous rappellent cruellement le coût de l'inaction. En effet, votre climato-attentisme finit par mettre en danger les plus vulnérables dans les hôpitaux, les écoles, etc. Si nous pouvons saluer le déclenchement, même tardif, du plan canicule dans l'ensemble des services publics, nous ne pouvons pas nous satisfaire des renoncements écologiques successifs sur l'autel de la survie politique de votre gouvernement. En effet, lors du dernier projet de loi de finances, votre majorité a procédé à un rabot massif du fonds vert de près d'1 milliard d'euros pour l'année 2025, et ce malgré la création du Fonds territorial climat que notre groupe a porté ici même. Le 26 juin dernier, rebelote austéritaire, vous annoncez un nouveau coup de rabot de 5 milliards en vous gardant bien d'en donner la ventilation précise.
Par expérience, nous savons tous que le ministère de l'écologie est bien souvent la première victime. Vous le savez, le fonds vert constitue l'outil pour les collectivités pour financer des protections contre les îlots de chaleur, la renaturation des cours d'école et bien sûr la rénovation énergétique du bâti public. Aussi, les élus locaux ne comprennent pas votre yo-yo budgétaire sur un tel enjeu. Prendre le risque du désinvestissement écologique met en danger in fine la population. Aussi, Madame la Ministre, alors que les arbitrages budgétaires sont en cours, pouvez-vous nous indiquer comment comptez-vous redonner aux collectivités les marges de manœuvre financières pour renouer avec la transition concrète, à commencer par la mise en sécurité des plus fragiles ? Madame la sénatrice Bonnefoy, merci de me donner d'abord l'occasion de préciser que les premières mesures de vigilance sur la canicule ont été déclenchées le 20 juin. Alors certes, pas sous les caméras de télévision, mais il nous arrive de travailler pas sous les caméras de télévision et nous sommes au travail depuis plus de 15 jours maintenant et pas uniquement en cellule interministérielle de crise. Deuxièmement, je voudrais dire, peut-être en rebond de Madame Vogel, que le plan national d'adaptation au changement climatique a fait l'objet d'un avis à la quasi-unanimité positif après un pilotage par un sénateur de son groupe, le sénateur Dantec. Donc il semblerait que d'autres membres de son groupe politique considèrent que ce plan national d'adaptation au changement climatique est à la hauteur de ce qu'il était attendu de faire. En tout cas, je lui recommande de partager cette information avec son collègue. S'agissant maintenant des crédits qui sont consacrés à l'adaptation au changement climatique, je veux rappeler ici que j'ai obtenu de la Banque des territoires qu'elle augmente son budget de 2 milliards d'euros pour précisément compenser les efforts budgétaires que nous avons faits sur l'accompagnement de la rénovation, notamment des bâtiments publics et du programme EduRénov, ce qui nous permet aujourd'hui de revendiquer que nous continuons à rénover des écoles. Nous le faisons à hauteur de 5 000 écoles ces 2 dernières années. Nous avons même une augmentation du nombre de programmes qui est soutenu, précisément parce que ces programmes sont plébiscités par les collectivités locales. Et j'invite vraiment les collectivités locales à se renseigner. Vous avez même un site qui expose très précisément ce programme EduRénov qui se poursuit. Notre ambition, elle a été mentionnée par Madame la ministre Borne, c'est 40 000 écoles dans les 10 ans à venir. Enfin, s'agissant du budget des collectivités locales, je constate une chose, c'est que par rapport à il y a 5 ans, il n'y avait pas de fonds vert. Ça n'existait pas, c'est nous qui l'avons créé, c'est cette majorité, enfin cette ancienne majorité qui a créé le fonds vert, qui est un instrument qui n'avait été créé ni par la gauche ni par la droite, c'est donc plutôt du plus. Je constate également que la part de financement consacrée à des politiques écologiques et notamment à la rénovation du bâti est en forte progression pour des raisons évidentes. C'est que c'est aujourd'hui attendu par les habitants. Oui, Madame la Ministre, c'est de la cohérence et de la constance qui sont nécessaires. Vous choisissez de faire de l'écologie une variable d'ajustement budgétaire. En rabotant de toutes parts votre budget chagrin, vous remettez en cause l'action publique locale qui, elle, est très consciente du mur d'investissement écologique devant nous. Vos décisions nous mènent dans l'impasse climatique et sont de ce fait, alors que vous vous en félicitez, contraires au plan national d'adaptation au changement climatique. Madame la Ministre, en 2023, le Président de la République avait pris l'engagement de réformer le complément du mode de garde en l'étendant aux enfants jusqu'à leurs 12 ans. Après un long délai, mais respectant l'engagement que vous aviez pris, vous avez annoncé les contours de cette réforme tant attendue par les familles le 12 juin pour une entrée en vigueur le 1er septembre. Aux côtés de nombreuses associations qui réclament cette réforme depuis longtemps, nous sommes plusieurs parlementaires mobilisés pour faire advenir ce nouveau droit. Je pense par exemple à Laurence Rossignol, à Béatrice Gosselin ou à Philippe Brun à l'Assemblée. Véritable mesure en faveur du pouvoir d'achat, l'extension du CMG est essentielle afin de faciliter la prise en charge de la garde d'enfants, notamment pour les mères qui élèvent seules leurs enfants et qui sont, vous le savez, 82% des familles monoparentales. Pourtant, selon les remontées de plusieurs associations, la plupart des mères seules ayant un enfant de moins de 6 ans verront leur situation se dégrader par rapport à la situation actuelle en raison de la suppression de la majoration accordée aux familles monoparentales ayant des enfants de moins de 6 ans. Je résume, vous prenez dans les poches des unes pour mettre dans les poches des autres. Avant, la solidarité nationale, c'était l'ensemble de la nation qui, ensemble, aidait les plus fragiles. Et bien maintenant, c'est les plus fragiles qui aident les plus fragiles. Madame la ministre, les conséquences de ce choix politique sont néfastes et elles sont d'ores et déjà connues. Éloignement de l'insertion professionnelle et de l'emploi, accroissement de la précarité.
Alors que des politiques publiques doivent permettre de protéger, de reconnaître et d'accompagner les familles monoparentales, les familles les plus fragiles, vous renforcez avec ce décret la précarité des mères solo. Madame la ministre, il y a urgence à revenir sur vos premières annonces. Étendez le complément mode de garde aux 12 ans des enfants sans pénaliser les mères solo. Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur le sujet du complément mode de garde et vous avez raison, ça faisait partie des sujets sur lesquels le président de la République s'était engagé. Il s'était d'autant plus engagé que nous le savons, au moment où nous nous parlons, il y a un manque de 40% de places de garde pour accueillir nos enfants dès lors que leurs parents, évidemment, travaillent. Et donc, le sujet que nous avons évoqué, la manière dont nous avons monté le complément mode de garde est autour de 3 sujets. Le premier, c'est déjà pour les parents, globalement, de prendre en charge à la fois la composition de la famille, le revenu de la famille et le besoin de nombre d'heures en fonction de l'activité, de façon à diminuer le reste à charge. Ça, c'est pour les couples. Deuxième élément, nous avons également, vous l'avez rappelé, travaillé sur les parents solos. Et ce que nous avons fait pour les parents solos, et qui est l'élément le plus important, c'est qu'effectivement, nous avons souhaité non pas aller de 3 à 6, mais poursuivre de 6 à 12, tellement nous sommes conscients qu'un parent solo a besoin que son enfant soit accompagné plus longtemps, puisqu'il n'est pas question qu'il soit tout seul quand il rentre de l'école. Je ne vois pas comment à 6 ou à 7 ans, on peut rentrer tout seul et n'avoir personne pour vous accompagner. La troisième chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est le sujet des couples qui sont en garde alternée, puisque jusqu'à maintenant, dans le complément mode de garde, nous n'avions qu'une prise en charge pour l'un des 2 parents, alors qu'il est juste logique de considérer que quand on est en mode alterné, en général, on vit dans la même ville et que donc avoir la même solution de mode de garde avec une prise en charge pour chacun des parents, c'est l'élément clé. Voilà les 3 mesures importantes. Et il y a bien là un effort de solidarité nationale pour chacun. Et mon objectif, c'est bien du gagnant-gagnant. Et je suis à votre disposition pour qu'on en reparle autant que vous le souhaitez, car nous poursuivons, je crois, le même objectif, l'accompagnement des tout-petits. Madame la ministre, ma question, elle portait sur la suppression du bonus de 30% pour les familles monoparentales. Un chiffre, selon l'UNAF, 55% des familles allocataires vont, après ce décret, perdre en pouvoir d'achat. C'est quand même une réforme qui pénalise plus de la moitié de celles qui sont concernées. Ça n'est pas possible, madame la ministre.